Qu'est-ce qui vous a amené au texte de Frank Wedekind? Eh bien, l'année dernière, donc, après avoir monté Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, donc à Vidi, je me suis replongée dans son œuvre que j'avais lu il y a quelques années. Enfin, j'avais pas tout lu, j'avais lu certains textes de lui, notamment Francisca, et c'était un texte qui m'avait assez marqué, que j'avais vu aussi jouer, mis en scène par Stéphane Braunschweig. Et puis, donc voilà, je me suis replongée dans son œuvre. J'ai lu toutes ses pièces, et puis le château de Wetterstein, c'est, comment dirais-je, m'a laissé des impressions, des émotions, donc j'ai eu un besoin de revenir plusieurs fois au texte, de le revisiter, de rêver avec, et en fait, je dirais qu'il s'est imposé, voilà, de manière simple, il s'est imposé à moi, et je pense que ce qui m'a plu, c'est à la fois, je dirais, l'histoire, la fable, le parcours de la jeune fille, mais je pense qu'on y reviendra, donc je ne vais pas développer. Et puis la langue, parce que il a écrit cette œuvre en 1910, donc il avait 46 ans, donc c'est une œuvre de la maturité. Il avait déjà presque composé la totalité de son œuvre, et on sent que dans les dialogues, c'est de plus en plus précis. Il travaille beaucoup les dialogues donc, dans cette pièce, et que les mots sont... Il dit qu'il veut traverser les âmes avec ces mots. Il y a une puissance de la langue à la fois poétique très forte, et je pense que c'est ce qui m'a transporté, je dirais. Ce sont les mots et la force des dialogues. Il dit d'ailleurs que toute l'action est dans le texte, dans le dialogue, et pas du tout dans l'agencement des scènes, des actes, mais ce sont les mots qui font l'action. Pensez-vous que la question actuelle du mariage se retrouve dans ces personnages du début du XXe siècle? Alors je dirais que la question du mariage a évolué, enfin que le mariage a évolué. Il faut remettre dans le contexte de l'époque le mariage, puisque Wedekind en parle, donc on est en 1910, début du XXe siècle. Il évoque aussi le mariage à la fin du XIXe, et c'est vrai que bon, et il parle du mariage bourgeois, c'est ce qu'il dénonce. En général, donc le mariage bourgeois, c'était quand même souvent un arrangement entre familles, des histoires d'alliance, d'héritage, et que la femme était dans un rôle qui était celle qui devait pourvoir à l'éducation des enfants et également transmettre, enfin procréer. Donc elle n'avait pas les mêmes libertés qu'aujourd'hui. Il y a eu du chemin, mais il y a encore du chemin à faire. Il y a encore des choses sur lesquelles les femmes doivent se battre. Mais je dirais que dans le mariage, en fait, ce qu'on retrouve, ce qui est quand même... Voilà, c'est l'histoire d'amour entre un homme, une femme, entre deux êtres. Qu'en est-il quand on ne s'aime plus? Voilà, Wedekind pose ces questions. Il dit quand les amants, les époux ne se supportent plus, ne s'aiment plus, c'est la haine, c'est la guerre des sexes. Donc en cela, il est très proche de l'œuvre d'Ibsen. D'ailleurs, il dit qu'il s'inspire beaucoup des drames d'Ibsen. Il y a aussi un univers très proche de Strindberg. Oui, voilà, c'est l'homme et la femme. Qu'est-ce qu'il reste quand il n'y a plus d'amour, quand ils ne sont plus liés par le désir, la sensualité? Ce sont des questions qui sont pour moi toujours actuelles. Et la femme occupe un rôle majeur dans votre travail. Vous considérez-vous comme féministe? Alors, déjà, je dirais oui, la femme occupe un rôle majeur dans mes mises en scène, dans les textes que je choisis, sans doute parce que, en tant que femme, j'ai envie à la fois d'apporter un regard qui est mon regard, donc de femme, mon point de vue sur certaines questions qui touchent, je dirais, au désir, à la sexualité, à la sensualité, parce que ce sont des choses qui ont été dépeintes souvent par les hommes. En fait, ce sont les hommes qui ont donné leur point de vue sur ces questions-là, notamment sur celle du désir. Et donc, en tant que femme, j'ai envie de donner mon point de vue, d'apporter mon regard. Et puis, sans doute que c'est pour cela que j'ai envie de montrer au théâtre des parcours de femmes. Et dans le château de Wetterstein,
C'est le parcours en fait d'une jeune fille qui est élevée dans les principes de la bourgeoisie du début du XXe siècle, et cette jeune femme va se rebeller. Elle se rebelle contre l'ordre bourgeois, contre les valeurs qu'on lui a inculquées. Elle essaye de se défaire de ce carcan-là. Et donc c'est toute son ascension, c'est-à-dire à la fois son émancipation, sa métamorphose, pour être une femme libre et vivre comme elle le souhaite, elle dit selon sa sensualité, pour ne pas rester une étrangère à moi-même, dit-elle. Elle choisit donc de se prostituer. Donc voilà, c'est un beau parcours de femme jusqu'à la mort, de jeune fille. Donc voilà, j'avais envie de le faire entendre. Et pour conclure, vous nous avez apporté un texte. Oui. Vous pouvez nous le faire partager. Tout à fait. C'est un texte de Wedekind, donc ce n'est pas un texte issu de la pièce. C'est un passage qui est issu du chanteur d'opéra. Voilà, c'était aussi pour une manière de faire entendre à la fois l'engagement de Wedekind dans sa société, et puis parce qu'on retrouve toujours les mêmes thématiques. Il dit en fait, au bout du compte, qu'est-ce qui commande la société? C'est l'argent. Voilà, donc il y a toujours ces problématiques qui traversent les textes, et du coup j'avais envie de vous en donner un petit bout, de vous le lire, de vous offrir ça, d'entendre l'écriture de Wedekind, qui malheureusement je trouve n'est pas très connue, mis à part Lulu, les veilles de printemps, ne connaît pas son œuvre. Il a quand même écrit plus de 20 pièces de théâtre qui demandent à être jouées. Donc voilà, je vais commencer à vous lire le texte. Laissez-moi vous dire que l'art est bien différent de ce qu'on raconte dans les journaux. Nous, les artistes, nous sommes un article de luxe de la bourgeoisie qu'on se dispute aux enchères. Nous, les artistes, avons le devoir de nous produire soir après soir devant un public payant, quel qu'en soit le prétexte. L'intérêt se fixe sur notre vie privée de façon aussi convulsive que sur nos prestations. Chacun de nos souffles appartient au public. Et parce que nous nous produisons pour de l'argent, on ne sait jamais si on doit nous encenser ou nous mépriser. Informez-vous, beaucoup étaient au théâtre hier pour m'entendre chanter. Beaucoup me regardaient bouche bée, comme s'ils regardaient l'empereur de Chine s'il venait ici demain. Savez-vous ce que sont les besoins artistiques du public? Crier bravo, jeter des fleurs et des bouquets, avoir un sujet de conversation, se faire voir, dire « Ah, oh !» se détendre. Voilà les réels besoins que moi, j'assouvis. Quand on me paye 1 demi-million, je donne du pain à une légion de cochers, de fiacres, d'écrivains, de modistes, d'horticulteurs, de brasseurs. L'argent circule, le sang circule, les jeunes filles se fiancent, les vieilles filles se marient, les épouses s'offrent à l'ami de la maison et les grands-mères en tirent un tas de sujets de potins. Des accidents et des méfaits se produisent. Un enfant est piétiné à la caisse, une dame se fait voler son portefeuille, un monsieur perd la raison au théâtre. C'est comme cela que les médecins et les avocats s'enrichissent. Je ne vous raconte pas tout cela par vanité, mais pour vous guérir de vos illusions. Le critère de la valeur d'un homme aujourd'hui, c'est le monde, et non la conviction intérieure qu'il se forge à travers des idées noires pendant de longues années. Je ne me suis pas placée sur le marché, on m'a découvert. Il n'y a pas de génie méconnu, mais voilà, nous ne sommes pas les maîtres de nos destins. L'homme est né pour être esclave. Voilà.